Comment c'est si une meuf aime les meufs? Désolé, mais les lesbiennes que je connais sont aussi nulles que moi, donc je sais pas. C'est un cliché des lesbiennes, que les lesbiennes ne sauraient pas draguer et qu'elles ne sauraient pas déceler les signes de drague et d'intérêt d'une autre meuf envers eux, ou que les gens de leurs signes de drague et d'intérêt des autres meufs qu'elles savent pas détecter. C'est une question, malheureusement, que les plus grands physiciens, les plus grands chercheurs, les plus grands experts en physique quantique, en parapsychologie, en théorie des cordes, n'ont jamais su solutionner. Donc malheureusement, je n'ai pas la réponse pour vous, d'autant que j'ai pas été lesbienne assez longtemps dans ma vie pour avoir suffisamment de savoir-faire. La preuve, j'étais surtout bi, et du coup, à la fin de la soirée, je finissais surtout avec les mecs, parce que je savais pas si la meuf, elle me draguait ou pas. En vrai, les lesbiennes auraient besoin d'un peu de culture gay. Les gays auraient besoin d'un peu de culture lesbienne, surtout sur le féminisme. Mais les lesbiennes auraient besoin un petit peu de culture gay sur la capacité à être directe et à dire bonjour, est-ce que tu baises? Je pense qu'il faudrait faire un échange de bons procédés entre gays et lesbiennes. On a beaucoup de choses à s'apprendre mutuellement. Le yin lesbien et le yang féminin doivent se réunir. Et le yang féminin? Non, gay du coup. Oui, doivent se réunir, exactement. Homosexuels de tous les genres, réunissez-vous. Exactement. Grindr, c'est que pour les gays, genre il n'y a pas trop de lesbiennes. Non, Grindr, c'est que pour les gays. Alors, il y a aussi quelques meufs trans sur Grindr, parce qu'il y a quelques mecs un peu bi, / discret, / chaser. Donc, il y a des lesbiennes sur Grindr, mais c'est pas un réseau social lesbienne friendly. Enfin, un réseau social, qu'est-ce que je raconte? Un Grindr, le réseau social. Genre, on fait des posts sur Grindr. Mais à l'époque, il y avait des applis de rencontre pour lesbiennes. À l'époque, il y avait Her. Bon, après, c'était pas... C'était ouf non plus. Et ouais, Her, c'était pas non plus. Mais il y avait Her à l'époque, je sais pas. Oui, Her, c'est pas comme Grindr par contre. C'est plutôt comme Tinder, mais il y a un truc un peu en mode gris où tu peux voir un petit peu les gens qui sont proches de toi. Mais oui. Et toujours mes bons MDR. Mais j'avais vu une vidéo récemment, je sais plus si c'était sur TikTok ou sur YouTube, qui posait cette même question de pourquoi y a moins une culture du hook-up rapide chez les lesbiennes. Il y a une théorie un peu essentialiste, emo, sur le fait que les lesbiennes ressentent l'amour de façon beaucoup plus intense et du coup elles ont besoin de se mettre en couple après 3 semaines, ce qui correspond également à un cliché lesbien particulièrement tenace, que globalement dès que des lesbiennes se mettent en couple, 3 semaines après elles sont installées ensemble, elles ont déjà adopté un chat. Donc il y a des théories sur l'intensité de l'amour ressenti. Il y a des théories aussi simplement sur la culture et l'apprentissage de la sexualité, qui est différent entre femmes et hommes, et du coup qui fait que les gays ont plutôt une sexualité beaucoup plus assumée et directe, là où chez les lesbiennes l'apprentissage de la sexualité est différent et que ça se voit plutôt dans la sociologie de l'entrée en homosexualité. Enfin, bref. Les meufs sont pas sociabilisées pour aller pécho, plus se faire pécho. Oui, c'est ça. Et que comme les meufs sont sociabilisées pour se faire pécho et pas pour aller pécho, du coup il leur manque ce truc là. C'est vrai, perso, jamais j'ai chez ma meuf après 2 semaines. Après Raz et moi on a fait à peu près pareil aussi, mais bon, c'était plus pour des raisons de précarité de logement et du fait que le squat c'était fini, que voilà, que j'avais un appart quoi. Plutôt que... Mais du coup c'est voilà. Est-ce que ça nous rend lesbiens avec Raz? Je sais pas. Pour moi la culture du cruising c'est que chez les gays, car la façon de se rencontrer se passait beaucoup à l'extérieur, les mecs se retrouvaient à l'extérieur et il fallait se reconnaître, alors que chez les femmes ça se fait plus à l'intérieur et donc on pouvait se faire sur des temps plus longs. Oui, c'est pas faux aussi là-dessus, Rindaman. C'est vrai que l'accès à des espaces de sociabilité en effet était plus dans l'espace public chez les gays, plus dans l'espace privé chez les lesbiennes, lié au fait qu'en règle générale les femmes avaient moins accès à l'espace public, c'était moins évident. Donc oui, il y a aussi de ça, il y a aussi de cette transmission là. Le manque d'espace tiers aussi chez les lesbiennes, moins que chez les gays, enfin voilà quoi. Donc techniquement les mecs trans hétéros ne savent et ne peuvent pas draguer. Bah oui et non, parce que du coup les mecs trans hétéros rentrent dans une sociabilité hétéro, donc ça peut être un apprentissage qu'ils font. Sauf ceux qui draguent des lesbiennes, et là c'est compliqué. Pourquoi un mec trans hétéro drague des lesbiennes? Bah pour beaucoup de raisons, il y a des mecs trans qui sont attirés par les femmes, donc techniquement hétéros, mais comme ils ont vécu toute leur vie dans des milieux lesbiens, c'est les milieux desquels ils sont les plus proches, et du coup toutes leurs potes sont lesbiennes, ils vont encore à des soirées avec leurs potes lesbiennes, etc. Enfin il y a un truc d'une sociabilité quelque part. Mais comme pas mal de meufs trans qui ont vécu une grande partie de leur vie dans des milieux gays et qui continuent de fréquenter des bars, des soirées gays, etc. Donc en vrai, ça dépend beaucoup du milieu dans lequel tu restes. En fait, toute transition n'est pas forcément une rupture avec ton milieu d'origine. C'était un peu plus le cas à l'époque, peut-être. Mais aujourd'hui, la transition, c'est pas forcément il n'y a pas forcément un avant-après. C'est pas un truc en mode je dois complètement changer d'identité, changer de vie, changer de ville et faire tout un nouveau groupe d'amis et être complètement incognito dans mon genre d'arrivée. Ce qui fait que il y a beaucoup plus de mélange entre les milieux dans lesquels tu traînais pré-transition et les milieux dans lesquels tu traînes post-transition. Alors, pas pour tout le monde, bien sûr. Il y a encore des gens qui vivent leur transition comme une rupture totale entre leur milieu d'origine
d'origine et leur milieu d'arrivée. Mais notamment chez les mecs trans, parce que les mecs trans, l'importance du féminisme dans leur sociabilité, souvent quand des mecs trans ont eu une première vie en tant que lesbiennes, il y a souvent une volonté de garder un lien avec ce côté-là, avec ce côté féministe en fait qui est très présent dans le milieu lesbien. Ce qui parfois en fait des connards envers les meufs trans, parce que du coup ça en fait un petit peu des espèces de gatekeepers d'espace féministe, alors que les meufs trans aussi, elles sont d'autant plus concernées par le féminisme. Genre, les mecs, vous avez le droit de vouloir rester proche de ça parce que ça vous concerne un peu en tant que personne trans et que vous avez toujours vécu là-dedans et que vous voulez ne pas tomber du mauvais côté de la barricade. Mais genre, les meufs trans, elles sont d'autant plus légitimes que vous dans les milieux féministes. Mais bref, un peu comme les discours HSTS versus AGP chez les meufs trans. Ouais, mais pas forcément. Pas forcément, parce que t'as des meufs trans qui peuvent devenir lesbiennes et qui ont toujours vécu, qui ont toujours été dans des milieux politisés, féministes et tout, et même queer. En fait, comment dire, souvent, on a tendance à avoir un cliché des personnes trans qui est un cliché un peu faux, particulièrement à notre époque actuelle. C'est que, je sais pas, si t'étais une meuf hétéro dans ta vie d'avant, tu deviens un mec gay. Si t'étais une meuf lesbienne, tu deviens un mec hétéro. Et que genre en mode, il y a un peu cette espèce d'avant-après où il y a que le paramètre du genre qui change et du coup tu changes complètement de vie derrière. Et donc du coup que si t'es une meuf trans et que tu deviens lesbienne, en fait ça veut dire qu'avant t'étais un mec hétéro et t'as été entièrement socialisé comme un mec hétéro. Alors qu'en fait déjà il y a plusieurs choses. Déjà la transition peut faire changer ton orientation sexuelle. Je connaissais un couple de potes à l'époque qui se sont rencontrés en tant que meufs lesbiennes, qui ont tous les deux transitionné et c'est devenu des mecs gays. Et ils sont restés gays, ils sont toujours gays. Je crois qu'ils sont plus ensemble, mais ils sont toujours gays de leur côté. Donc déjà la transition peut faire changer d'orientation sexuelle. Donc peut faire que tu passes d'un milieu lesbien par exemple à un milieu gay. Ou alors que tu passes de un mec gay à une meuf trans lesbienne. Donc déjà on a souvent tendance à croire qu'il y a une espèce de parallèle, enfin de comment dire, d'effet miroir entre ce que tu deviens et ce que tu étais avant. Ce qui est en réalité faux. Donc ça fait que souvent, et du coup dans le cliché un petit peu, donc HST, donc hétérosexuel, transsexuel, et AGP, donc autogynéphilia, etc. Très souvent, la différence qu'ils faisaient en mode les autogynéphiles, entre guillemets, donc les AGP, c'était donc des hommes hétéros qui deviennent des femmes lesbiennes, parce que c'était des hommes hétéros, ils sont toujours attirés par les femmes, du coup ils deviennent lesbiennes. Et c'est souvent donc c'est une théorie pseudo-scientifique d'un psychiatre transphobe / chaser / fétichiste des trans, etc., qui était en mode ah là là, quand t'étais hétéro dans ta vie d'avant, tu deviens une meuf trans moche, hystérique, lesbienne, etc. Bon, globalement, il aimait pas les lesbiennes, il aimait pas les féministes, et il aimait pas les meufs trans lesbiennes parce qu'elles étaient féministes et c'est qu'elles s'en battaient les couilles de son regard fétichiste de merde. Alors que si t'étais gay dans ta vie d'avant, tu connais mieux la féminité et du coup tu deviens une femme beaucoup plus convaincante, entre guillemets. Encore une fois, complètement faux, juste parce que lui c'était un putain de fétichiste des meufs trans et c'était un putain de misogyne. Voilà. Mais donc, ce truc-là de HSTS, AGP, ça a souvent été résumé à les HSTS, donc les meufs trans les plus bonnes, les plus convaincantes. C'était des mecs gays avant. Et du coup, c'est pour ça que, en fait, les meufs trans les plus réussies, c'est les meufs trans hétéros parce qu'elles étaient gays avant et que de toute façon, en plus, en tant qu'hétéros, elles doivent être convaincantes auprès des hommes, etc., etc. Et de l'autre côté, les meufs trans lesbiennes, en fait, c'est les meufs trans moches et sales parce que c'était des mecs hétéros avant et du coup, elles font pas d'efforts sur la féminité parce que les mecs ne font pas d'efforts. C'est une pseudo-théorie complètement transphobe et surtout qui correspond absolument pas aux lignes de fracture entre meufs trans lesbiennes et meufs trans hétéros, d'autant qu'il y a des meufs trans qui sont bisexuelles, il y a beaucoup de personnes trans, d'ailleurs il y a beaucoup plus, je crois que même, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a beaucoup plus de personnes trans qui sont bisexuelles que de personnes cis qui sont bisexuelles, parce que oui, spoiler alert, la transition, le fait de changer de rapport à ton corps, ça fait aussi changer de rapport à ton attirance, à ton entourage et à tes attirances sexuelles et romantiques. Donc déjà il y a ça, et de deux, le fait que encore une fois, c'est pas parce que t'es lesbienne dans ton genre d'arrivée que t'étais hétéro dans ton genre de départ, et c'est pas parce que t'étais hétéro dans ton genre de départ que tu étais le cliché du mec hétéro dominateur aussi. Et qu'en fait, je connais pas mal de meufs trans lesbiennes qui ont même, ne serait-ce que découvert qu'elles étaient trans, parce que déjà de base, elles étaient dans des milieux politiques, dans des milieux militants féministes, proches de milieux queer, anards, etc., où il y avait déjà une évidence autour des questions féministes, il y avait déjà une évidence autour de ce type de déconstruction-là, et qu'en fait, entre gros guillemets, leur hétérosexualité passée ne faisait pas d'eux des gens dans des milieux purement hétéro-masculinistes. C'est juste que c'était des personnes qui avaient une identité sociale de mecs hétéros, mais qui étaient déjà dans des milieux un peu queer, un peu déconstruits, un peu féministes. Et donc, il n'y a pas d'avant-après où tu deviens tu rentres d'un coup dans des milieux queer. Genre, c'est souvent des gens qui y étaient déjà, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elles ont pu transitionner et découvrir qu'elles étaient trans, quoi. Je vais voir que je connais pas bien ton parcours, mais t'étais hétéro avant ta transition. Non, j'étais bi avant ma transition. Après, je vais pas mentir, j'étais plutôt attiré par les mecs. Mais j'étais attiré par les mecs d'un point de vue gay, d'une façon gay. Je sais pas comment expliquer. Genre, quand j'avais des fantasmes, j'étais un mec. J'ai jamais fantasmé sur le fait d'être dans une relation hétérosexuelle avec un homme. À chaque fois, mes relations avec des hommes, je les voyais moi au même prisme que si j'étais gay. Du coup, je couchais avec des mecs hétéros qui me traitaient comme une meuf, alors que moi, je voulais qu'ils me traitent comme un mec. Mais comme c'est des mecs hétéros, évidemment, les gays voulaient pas sortir ou coucher avec moi parce que je ressemblais à une meuf. Mais en même temps, je sais pas si tu captes. C'est plus bi maintenant.
maintenant, en théorie, mais pas trop en pratique. Mais je sais qu'il y a un débat avec Raz là-dessus. Voilà. Mais théoriquement, je suis bi. Beaucoup de mots pour décrire le pegging. Bah non, parce que c'était des mecs hétéros, ils voulaient pas trop. Mais surtout que c'était ma façon de me protéger un peu. Le fait de top les mecs hétéros, c'était ma façon de garantir qu'ils m'imposent pas de pratiques sexuelles qui me rendent mal à l'aise ou qui me rendent dysphorique. C'était un peu en mode, je me forçais à prendre les devants et à être dominant pour évacuer les trucs qu'ils voulaient faire que je voulais pas trop faire. Enfin, je sais pas si vous voyez quoi. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais au bébé mec trans? Prenez votre temps. Pas sur les hormones, la chirurgie, les trucs comme ça, etc. Mais prenez votre temps sur tout ce qui est la vision de soi au monde, les théories sur le genre. Même l'amour de soi, ça prend du temps. A priori, surtout si vous êtes des mecs trans, binaires, vous vous orientez vers le fait de vieillir dans un corps différent que celui dans lequel vous pensiez vieillir avant de découvrir que vous étiez trans. Donc, prenez le temps de vous redécouvrir. Et vous êtes des bébés trans et c'est normal. Vous allez passer par des phases où il y a des plus vieux trans que vous qui vont être en mode « Ah, vous êtes un peu des bébés ». Le prenez pas mal, mais profitez de votre jeunesse trans. C'est le seul conseil que j'ai à donner. Mais c'est peut-être un conseil de vieux con. C'est quoi le moment catalyseur qui t'a fait te rendre compte de ta transidentité? Peut-être que ça a déjà été posé. Non, mais c'est une question qui est posée régulièrement, mais ça fait un moment qu'elle n'a pas été posée. Le catalyseur qui m'a fait me rendre compte que j'étais trans, il n'y a pas eu un moment en mode « Ah, je suis trans ». J'ai beaucoup tâtonné un peu, j'ai découvert le concept, j'étais en mode « Ah, peut-être que je me regarde dans le miroir. Est-ce que si je dis « il », est-ce que c'est mieux ?» Je savais déjà que elle, c'était depuis très longtemps. Je savais que j'étais gêné avec mon appartenance au club des femmes, on va dire. Mais j'avais pas trop les mots dessus, etc. Et j'étais en mode bon, au pire, je ressentirais ça toute ma vie, pas grave. Voilà quoi. S'il y a un déclic, parce que j'ai un peu tâtonné, etc., j'ai un moment où je m'identifiais comme non-binaire, où je testais un petit peu, je commençais à porter des binders pour bander les seins et pour avoir un torse plat, pour voir un petit peu si j'étais plus à l'aise dans une expression plus masculine et tout. Et le moment vraiment où je me suis dit en mode oui, c'est bon, je vais transitionner, il y en a eu plusieurs, mais je me suis posé une question, c'était est-ce que je veux vieillir dans ce corps? Genre en mode regarde ton corps, est-ce que tu veux vieillir dedans? Est-ce que quand tu seras vieux, est-ce que tu veux continuer ce chemin avec ce corps ou pas? Et en fait, rien que cette question, elle m'a fait rentrer tellement dans une spirale de waouh, non, en fait, pas du tout. Je veux pas vieillir dans ce corps. Je veux vieillir dans un corps d'homme. Genre, je me projette. En fait, au partir du moment où j'ai commencé à me poser la question de me projeter loin dans ma vie, j'étais en mode non, je me suis jamais vu vieillir comme une femme, donc c'est. Voilà. Et le deuxième déclic, c'est tout con. J'avais un pote trans, genre avec qui on a commencé à parler d'hormones. Je savais pas trop si je voulais prendre des hormones ou pas, etc. Parce que pour moi aussi, le truc de décider définitivement, c'était la question des hormones. Pour d'autres gens, c'est autre chose. Pour d'autres gens, c'est plutôt les opérations, etc. Moi, c'était les hormones. Et du coup, j'avais un pote trans qui m'a dit, quand je parlais des hormones, je suis en mode, je sais pas, je veux ci, je veux ça comme résultat, je sais pas trop, j'angoisse, je sais pas trop si je veux commencer, etc. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, je fais mon injection demain. Moi, je prends qu'une demi-ampoule. Il va m'en rester en rab. Généralement, je le jette. Mais bah, du coup, vas-y, si tu veux, je t'injecte un quart d'ampoule. Ça te fera rien. Quasiment les seuls effets que tu auras, c'est psychosomatique. Mais comme ça, tu vois ce que c'est que l'injection de testostérone. Et peut-être que ça va te faire un déclic. Et en vrai, ça m'a fait un déclic. Ça m'a rien fait, vraiment, encore une fois, ça m'a vraiment rien fait. Un quart de rien du tout. Mais ça m'a vraiment débloqué un truc dans ma tête en mode, ok, d'accord, c'est plus ce truc bizarre et effrayant et complètement étranger vers lequel je me projette. C'est un truc que je me vois faire. Et enfin, je sais pas, genre psychologiquement, il y a un switch qui s'est allumé en mode, ok, ouais, en fait, ok, d'accord, en fait, non, je suis vraiment trans, quoi. Ce testo junkie, ah non, mais de fou. Comme quand tu prends de la drogue pour la première fois. Ouais, un peu au final, hein. Un peu, ouais. T'as déjà fait des chirurgies dans le privé ou dans le public? Ça me terrifie un peu quand ça se passe mal. Autant payer zéro, c'est bien. Autant dans l'hôpital public, ça fait un peu peur, non-binaire, by the way. Alors, il y a plusieurs mythes autour de ça. Moi, je suis passé par le privé, grâce à vous, le chat. J'avais une barre de dons au tout début pour les gens qui sont là depuis longtemps. Au tout début de mes streams, j'avais une longue barre de dons. Ça m'a coûté genre 3000 balles, un truc comme ça. Donc, moi, je suis passé par le privé, par un chirurgien qui est vraiment un pro des torsoplasties, hein, voilà. Cela dit, j'hésitais à passer par le public. Donc c'était entièrement remboursé si t'as la LD. Il y avait très peu de dépassements d'honoraires, quasiment rien. Et c'était un peu l'option pour les copains trans qui avaient pas de thunes en fait. Et le problème, c'est que très souvent, tout le monde a cette angoisse que son opération, on n'aime pas ses résultats, que ça se passe mal, etc., etc. Mais du coup, de fait, très souvent, comme on a l'angoisse des résultats, on va plus avoir tendance à économiser, à essayer de trouver la thune pour se diriger vers les médecins qui sont plus réputés. Et ça fait que les médecins qui sont moins chers vont davantage avoir... Parce que du coup, les médecins réputés ont le privilège de refuser certaines personnes. Et du coup, très souvent, les personnes qui sont refusées par les chirurgiens réputés vont du coup chez les chirurgiens qui sont moins réputés, souvent dans le public. Et en l'occurrence, ce fameux professeur dont je parle, il était assez réputé pour prendre les hommes trans en surpoids. Parce que y a beaucoup de chirurgiens qui ont tendance à te refuser si t'es trop gros. Je sais pas si c'est encore le cas, si c'est aussi vénère aujourd'hui pour les copains gros, mais il y a une réalité de la grossophobie dans la prise en charge, parce
que bah, là, t'as trop de peau, t'as trop de trucs, etc., etc. Mais du coup, ça faisait que, aussi par grossophobie intériorisée, les gens qui regardaient les résultats de ce chirurgien se sont fait en fait toute une paranoïa dans leur tête. Ils étaient persuadés que ce chirurgien leur laissait de la glande, alors qu'en fait, il leur laissait de la graisse. Et en fait, ce chirurgien-là, il leur laissait de la graisse parce que un torse de mec gros, c'est pas un torse complètement plat. Un mec gros, il a encore... Et c'est vrai que c'est un peu chiant parce que quand t'es ultra dysphorique sur les seins, d'avoir des man boobs avec de la graisse, ça peut être un peu frustrant. Mais du coup, en fait, il y a eu pas mal de paranoïa qui se sont diffusées auprès des mecs trans qui réfléchissaient à se faire opérer par ce mec, en se disant, en réalité, c'est un menteur. Alors, ça devrait être discuté avant. En vrai, c'est discuté, mais c'est compliqué, en fait. Et du coup, pas mal de mecs étaient persuadés que ce mec leur laissait de la glande, alors qu'il leur laissait du gras. Et qu'il leur expliquait qu'il leur laissait du gras, etc. Mais du coup, il y a un peu une paranoïa qui s'est créée, et qui a créé un petit peu une mauvaise réputation de ce mec-là. Alors qu'en fait, au final, comme tu dis à Kabalix, en vrai de vrai, ce chirurgien il est clean, et ses résultats, ils sont cool, et c'est pas parce que c'est dans le public et que c'est pas cher que c'est forcément des mauvais résultats. Mais du coup, en fait, cet effet-là où les chirurgiens qui sont un peu les chirurgiens stars et qui prennent cher, du coup, ils ont la capacité de refuser les cas plus compliqués aussi. Et aussi le fait, qu'ils considèrent plus compliqués, etc. Et en plus de ça, vous rajoutez le fait que forcément, du coup, évidemment, va y avoir des résultats plus jolis. Moi, c'est pas compliqué d'avoir eu des bons résultats. J'avais genre quasiment pas de seins déjà de base, quoi. Donc, c'était beaucoup plus simple. Mais du coup, ça crée un petit peu un biais où on a un peu plus peur de passer par le public. Parce que souvent, ceux qui passent par le public, c'est les cas qui sont considérés comme trop compliqués par le privé aussi. Ou alors les gens qui n'ont pas la thune. Et du coup, il y a beaucoup de trucs de grossophobie, de mépris de classe, etc. qui s'ajoutent un petit peu aux clichés sur les médecins dans le public. Ça veut pas forcément dire que tous les chirurgiens qui sont dans le public sont des bons chirurgiens. Attention, t'en as, c'est des fils de pute. T'en as, c'est vraiment des connards. Pour avoir tenté le public, j'ai surtout été accueilli avec de la transphobie, je me suis barré chez un chef privé. Oui, de fou. Alors, non, ça c'est clair que, historiquement, les chirurgiens privés sont beaucoup plus des alliés de la cause trans, tout simplement parce que, on vous fera un jour l'histoire de toute la SOFECT, etc. Mais que de fait, tout le consortium des médecins, des psychiatres, des chirurgiens transphobes se sont autoproclamés un jour spécialistes de la transidentité parce que globalement, t'avais des trans militantes et militantes politiques qui commençaient à faire un petit peu de bruit et qui commençaient à les zapper. Et ils ont dit, vas-y, faut qu'on gatekeep notre art de la transphobie médicale. Et du coup, ça a fait que pendant très très longtemps, la seule possibilité de se former dans le public quand tu étais chirurgien, quand tu voulais être spécialiste de la transidentité, etc., c'est de passer par une formation ultra transphobe, etc. Et du coup, de fait, c'est les chirurgiens qui sont dans le privé qui, eux, se sont le plus rapprochés des assos et qui ont plus été à l'écoute des militants et militantes qui venaient se faire opérer chez eux. Et en fait, c'était un peu les premiers à s'être formés auprès des militants et militantes. Parce que dans le public, tu as eu cette formation transphobe, cette culture transphobe qui s'est créée en fait dans l'hôpital public autour des transitions. Ce qui a fait que c'est les chirurgiens dans le privé qui ont été beaucoup plus à l'écoute. Et notamment aussi à l'écoute pour les questions de plaisir sexuel, notamment sur les vaginaux, etc. Bref. Mais en effet, comme dit Ziraven, c'est de moins en moins vrai. C'est-à-dire que cette tendance qu'on a eue dans l'histoire trans, dans l'histoire des transitions médicales françaises, qu'on a eu où on a le public qui est turbo-transphobe et à éviter à tout prix, et le privé qui est généralement plus accueillant, les nouvelles générations, ça a tendance à être moins vrai. Donc, globalement, le seul conseil que j'ai à vous donner, si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr avec quel chirurgien, quelle chirurgienne vous voulez faire vos opérations, le savoir communautaire reste le meilleur. Rapprochez-vous de France Genre, rapprochez-vous des assos trans près de chez vous. Il y a pas mal de gens qui sont passés par ces mêmes chirurgiens qui vont vous dire « j'ai été accueilli comme ci et ça, les résultats sont top, mais par contre, ne l'écoute pas quand il dit tel truc. C'est un peu un connard, mais c'est gérable. Ou alors c'est un connard et c'est vraiment ingérable et ça rend le truc infernal, donc il va pas. » Enfin voilà, donc franchement, là-dessus, les assos trans et là-dessus, les copains et les copines qui ont fait leur chirurgie peuvent vraiment vous renseigner là-dessus, quoi. Il y a des listes. Il y a des retours d'opérations, t'as des gens qui partagent leurs résultats sans problème. Donc voilà. On est vraiment plus dans les années 2000 où il y avait quasiment aucune ressource. Là, on croule vraiment dans le milieu trans, on croule sous les ressources. Le privé se gave niveau dépassement d'honoraires par contre. Oui, c'est ça. Donc il y a une difficulté peut-être à trouver un hôpital public avec plutôt des bons résultats et qui te fait pas cher, mais c'est clair que le privé ça va être cher, quoi. Confirme, je viens de me faire ma vaginoplastie. Je suis à l'hôpital actuellement opéré dans le public, mon chir est cool et jeune, top. Oui, oui. Mais franchement, oui, il y a des nouvelles générations qui sont vraiment bien. Comment ça se passe pour les parties intimes? Est-ce qu'il est possible de changer nos organes génitaux et si oui, est-ce que c'est nécessaire pour se sentir en adéquation avec son genre? Pas forcément. Déjà, il faut savoir, donc pour le... Ah, c'est génial, j'adore, je suis content, je fais un petit... Ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc question trans et tuyauterie. Les parties génitales, t'es pas obligé de te faire opérer des parties génitales pour te sentir à l'aise. T'as des personnes trans qui sont très à l'aise
l'aise avec leur tuyauterie, sachant que la tuyauterie, c'est jamais la tuyauterie d'origine. Alors, ça peut l'être si t'es pas sous hormones, mais déjà, il faut savoir que les hormones modifient le comportement de tes parties génitales. Quand t'es né avec tout le package vulve, vagin, tout ça, ce que fait la testostérone, c'est qu'elle va agrandir la taille de ton clitoris, elle va parfois légèrement dessécher ta cavité vaginale, peut parfois rendre la pénétration vaginale plus douloureuse, etc. Mais donc, le clitoris se bitifie, et y compris dans son fonctionnement. C'est-à-dire que même dans l'orgasme, c'est pas pareil. Je sais pas comment expliquer, mais pour avoir connu l'orgasme avant et après la testo, c'est pas la même sensation, on va dire. Donc déjà, quoi qu'il arrive, les hormones modifient les parties génitales. Ce qui fait que pas mal de personnes trans, avec l'action des hormones sur et pareil, la bite, pour les meufs trans, se clitorise, entre guillemets. C'est le fonctionnement du pénis, si tu es né avec un pénis, le fonctionnement du pénis se modifie. Les érections sont plus comparables à la façon dont le clitoris se met en érection. Là où quand t'es un homme trans, le clitoris se met davantage en érection comme une bite. Voilà. Pour vous expliquer un peu tout le bordel. Donc voilà, sur la question génitale, il faut savoir que déjà les hormones modifient beaucoup à la fois l'aspect et le comportement et le fonctionnement génital. Donc déjà ça c'est un premier truc à avoir en tête, ce qui fait que pas mal de personnes trans, les hormones ça leur suffit et elles n'ont pas besoin de faire d'opérations génitales. Par contre, tu peux aussi faire des opérations génitales pour diverses raisons et tu peux modifier l'aspect extérieur des organes génitaux. Donc tu peux très bien faire une vaginoplastie avec vulvoplastie et où le gland du pénis est enfoui pour faire un clitoris, etc. Enfin, il y a beaucoup de techniques qui sont très très avancées pour faire une vaginoplastie. Voilà, tu peux retourner le pénis comme une chaussette et le foutre à l'intérieur. Tu peux prendre de la peau du cul pour en faire la cavité vaginale. Il y a plein de trucs. Il y a vraiment plein de trucs. Il y a plein de techniques pour transformer une bite en vagin. Et de même façon, il y a aussi différents types de phalloplastie ou de métaoïdioplastie où en gros tu prends. Donc je t'ai dit qu'avec les hormones, le clitoris ça devient une mini-bite. Bah en fait, comme tu dois le savoir, une partie du clitoris il est enfoui. Et donc il peut y avoir une opération qui consiste à, sans te greffer une bite entre guillemets, juste libérer le clitoris. Et en fait simplement mettre à jour une plus grosse partie du clitoris que celle qui est en fait enfouie. Donc tu remontes un petit peu la cavité. Tu peux refermer la peau qui est autour du clitoris. Donc tu sais en fait souvent si tu vois un petit peu à quoi ressemble un clitoris de meuf 6, tu sais t'as le petit gland et par-dessus t'as une peau qui s'ouvre sur les lèvres, sur les petites lèvres. En fait tu peux très bien cette petite peau la refermer et ça fait un petit tuyau. Tu peux même déplacer l'urètre au bout du gland. Donc bref, il y a plein de trucs à faire globalement. Ou alors tu peux faire une phalloplastie, c'est-à-dire tu prends une partie de ta peau, souvent la peau du bras ou la peau une peau de la jambe, et en fait ils utilisent ça pour faire une greffe, pour créer en fait un pénis et pour le greffer en fait, pareil, donc à partir de là où est enfouie la base du clitoris. Et tu peux même tu peux retirer les ovaires, tu peux refermer tout ça pour faire un scrotum. Enfin voilà, il y a plein tu peux même transformer les grandes lèvres en couilles. Tu fermes le scrotum, les grandes lèvres ça devient les couilles, tu mets des implants testiculaires, comme ça t'as des testicules. Et tu peux même mettre une pompe dans les testicules pour pomper ta bite greffée pour la mettre en érection. Donc voilà, tout ça pour dire que tu peux parfaitement changer l'aspect l'aspect génital. Il y a plein de techniques différentes en fonction de ce que tu préfères. Très souvent, le cliché par exemple sur les hommes trans, sur la phalloplastie, ça va souvent être que des mecs qui sont plus gênés par l'aspect esthétique du fait de pas avoir de bite entre guillemets. Là je mets vraiment des gros guillemets dans tout ce que je dis, tu vois. Mais les mecs trans dont la dysphorie génitale est liée plus à l'aspect vont plutôt avoir tendance à privilégier la phalloplastie. Et encore une fois, c'est un cliché. Hein. Et le cliché, c'est que les mecs trans qui sont plus gênés par l'aspect, par le fonctionnement au moment du sexe, vont privilégier la métaoïdioplastie, donc le truc où tu prends le clito et que tu libères le clito. Et ça parce qu'en fait, simplement en termes de mécanique sexuelle, c'est plus pratique pour sucer, globalement, voilà. Voire même pour pénétrer, en fonction de la taille du clito. Donc ça dépend de ce que tu préfères, ça dépend de ce qui te gêne le plus. Est-ce que ça te gêne le plus quand tu baises? Est-ce que ça te gêne le plus l'idée juste de pas avoir un paquet dans le slip? Et chacun fait son marché et a sa préférence. Mais encore une fois, il faut vraiment savoir que les hormones déjà changent le sexe. Quand on dit qu'on est transsexuel, lol, pour vous faire peur les cis, c'est que vraiment, c'est pas l'opération qui change ton sexe, c'est de fait le fait de prendre des hormones modifie ton sexe biologique aussi. Comment ça vieillit dans le temps la tuyauterie modifiée? Est-ce qu'il faut la faire réviser? Alors, ça dépend quelle tuyauterie modifiée. Je suis paradoxalement plus un expert sur la vagino que sur la phallo, tout simplement parce que je connais beaucoup plus de meufs trans dans mon entourage qui ont fait une vagino que de mecs trans qui ont fait de la phallo et qui m'en ont parlé. Comme pour tout, faut un suivi gynécologique régulier. Tous les 200 000 km, faut faire la révision. Bah déjà, le premier truc,
c'est déjà de maintenir la cavité vaginale ouverte. Donc il y a des dilatations à faire régulièrement. Et un truc que j'ai pas trop compris, aidez-moi les meufs trans du chat, je sais pas si les dilatations c'est à vie ou s'il y a un moment où c'est bon, c'est finito. Donc voilà, il y a un contrôle technique, mais bon, ça s'appelle aller chez le gynéco, hein. Ça s'appelle prendre soin de sa santé. À vie, mais la fréquence diminue. Ok. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, quand t'as fait une vaginoplastie, il faut maintenir la cavité vaginale ouverte parce que ton corps il est en mode wesh, il y a un trou, faut refermer ça. Attends, c'est trop bizarre, pourquoi j'ai un trou? Donc ton corps il est en mode pourquoi j'ai un trou? Et du coup, tu dois indiquer à ton corps, tu dois faire des dilatations régulièrement, donc c'est-à-dire tu insères un truc dedans pour dire à ton corps t'inquiète, tout va bien. Tu peux heal autour de ce truc. Ce n'est pas une plaie, ça fait partie de toi maintenant. Donc c'est un truc à faire régulièrement, donc évidemment en post-opératoire et après toute ta vie, mais avec une moindre fréquence. Oui, c'est exactement comme un piercing. C'est le même principe qu'un piercing, sauf que c'est un peu plus gros et c'est une cavité vaginale, quoi. Mais c'est ça, c'est comme un piercing, faut le maintenir ouvert, sinon ça se referme. Pour la phallo, j'ai moins de... Je sais moins, je sais que les pompes, si t'as une pompe à l'intérieur, faut quand même palper régulièrement pour voir si la pompe fonctionne bien, parce que t'as quand même un corps étranger à l'intérieur de ton corps qui te permet de pomper pour bander. Donc faut vérifier régulièrement qu'il n'y ait pas trop de tissu cicatriciel qui se met autour, que ça se déchire pas, etc. etc. Bref, pareil pour les implants testiculaires, mais c'est comme pour les implants pour les seins. Quoi qu'il arrive, quand t'as des implants, faut les faire réviser tous les 10-15 ans. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Si t'as fait une phalloplastie avec fermeture de la cavité vaginale, mais que t'as gardé, que t'as fait une hystérectomie partielle ou que t'as fait une hystérectomie totale, faut vérifier si à l'intérieur t'as pas les organes qui se baladent. Faut faire des échographies peut-être régulièrement. Donc voilà. Mais ça, c'est vraiment, voilà, t'as un contrôle technique tous les 10-15 ans, quoi. Est-ce que c'est normal de pas sentir grand chose de différent après 1 an et demi de stro? Je sais que ça marche parce que les boobs, mais à part ça, je vois pas de diff. Bah écoute, vérifie si t'es pas sous-dosé. Les femmes trans ont tendance à être sous-dosées en règle générale en œstro, ce qui est bon, pratique médicale à la con. Donc essaie de comparer tes taux avec d'autres copines trans, essaie de voir si t'es peut-être pas sous-dosé, et sinon ça j'avoue moi j'en sais rien, je suis moins concerné par les œstros. Mais en fait par exemple si t'as les seins qui poussent mais que ça pousse un peu à peine, que c'est pas ouf etc, c'est peut-être un sous-dosage quoi. J'ai pas les symptômes de sous-dosage et j'ai pas de bloqueur. Bon bah dans ce cas c'est peut-être normal. C'est ce que dit ici le sous-dosage chez les femmes trans car elles peuvent pas avoir leurs oestrogènes en injection en Europe et légalement. Le gel et les patchs ne sont pas assez puissants donc elles prennent souvent les risques d'aller chez des dealers d'oestrogènes. Ouais, les meufs trans connaissent beaucoup plus le DIY et les hormones un peu shady que les mecs trans. Aussi parce que les œstros sont une substance moins surveillée que la testo. Mais en effet, les meufs trans connaissent beaucoup plus le DIY que nous. Donc globalement, on est un petit peu des petits bébés sur ce sujet-là. Mais oui, globalement, généralement, le mieux quand même, ça reste les injections. C'est pas shady, c'est vraiment facile à se procurer maintenant. Oui, non, mais oui, quand j'ai shady, c'est pour les gens qui aiment bien l'ordre. C'est pour les gens qui ont peur de... Moi, Raz, il vous l'a dit plusieurs fois. Moi, quand je vois une ligne rouge tracée sur le sol, j'ose pas la passer parce que c'est une ligne rouge, tu vois. Donc pour moi, c'est shady. Mais c'est clair qu'en fait, de fait, il y a un réseau tellement développé de meufs trans qui font de l'auto-injection et qui font du DIY et qui font venir des hormones de Chine, d'Ukraine plus trop le cas, mais du Pérou, etc. Que en vrai de vrai, le réseau d'entraide des meufs trans qui font des injections et qui se procurent des œstrogènes en injection est tellement diffusé et a développé un tel savoir-faire que, oui, c'est pas des médecins, mais c'est comme si c'était des médecins. Genre en vrai de vrai, genre il y a un savoir communautaire suffisamment robuste qui s'est créé autour de ça, ce qui fait que bon, on sait comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut parler de culpabilité de ne pas vouloir être femme en tant que FTM et comment faire pour se sortir de ça? Oh, la culpabilité de pas vouloir être femme. Oh, très intéressant. Oui. Ça, c'est vraiment, bon, encore une fois, hein, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment une expérience qui est propre aux mecs trans qui ont été politisés par le féminisme, souvent politisés par le lesbianisme, parce que le lesbianisme est, comment dire, pieds et poings liés avec le féminisme. Hein, voilà. Donc, quoi qu'il arrive, la culpabilité, ça va rien changer. Comment dire, la culpabilité, ça va être, c'est pas un affect forcément positif, c'est pas un affect à partir duquel tu vas forcément, c'est pas parce que tu te sens coupable que tu seras une bonne personne. Voilà, c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, il y a plusieurs débats là-dessus. Bon, vas-y, je vais prendre les débats un par un. Déjà, il y a un premier truc dans le fait de transitionner et de quitter la féminité. C'est un doute que quasiment tous les mecs trans connaissent. C'est est-ce que je transitionne parce que je suis vraiment trans ou est-ce que je transitionne parce que le patriarcat est tellement fort que c'est pour ça que je déteste mon corps, etc. Un petit peu cette confusion entre la dysphorie et la dysmorphie que donne le patriarcat quand tu grandis avec un corps féminin, etc. Ça, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Il n'y a que vous qui pouvez tester ça, il n'y a que vous qui pouvez tâtonner pour voir, etc. Ça, il n'y a pas vraiment de réponse. Mais ce que j'ai à ajouter un petit peu à ça, c'est qu'en vrai, la différence est assez flagrante et en fait, elle se situe au niveau de l'euphorie. C'est-à-dire que si tu te dis, vas-y, peut-être que je suis trans parce que je déteste mon corps, mais que ça donne pas forcément plus d'euphorie ou de plaisir d'avoir un corps plus masculin, peut-être qu'il faut creuser ailleurs avant de creuser la question de la transidentité. Ou alors peut-être creuser plutôt autour de la non-binarité, etc. Parce que vraiment, il y a on concentre tellement
tellement sur le mal-être dans son corps qu'on oublie que le but, c'est d'être bien dans son corps d'arrivée. Et c'est d'être bien dans un corps masculin. Donc ça, c'est déjà le premier truc. Et ça, généralement, en tout cas, je sais que dans mon cas, l'euphorie de genre a énormément compensé la culpabilité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une culpabilité de se dire bah vas-y, je quitte la team des meufs, je quitte la team féministe, je deviens un mec, etc. Et en vrai, je me sentais tellement mieux dans mon corps en tant que mec que très vite, je l'ai assez vite oublié cette culpabilité parce que j'étais en mode vas-y, ça sert à rien de se sentir coupable, genre autant que je profite de ce que j'ai et de comment je me sens, quoi. Donc déjà, ma première réponse un peu, c'est le truc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est le fait d'être bien dans son corps et le fait d'être à l'aise dans sa transition, ça aide à alléger la culpabilité parce que le truc est c'est plus de l'ordre de la théorie, tu vois. C'est plus de l'ordre de la théorie de est-ce que je serai un sale mec, etc. C'est en mode ah putain, j'ai fait le bon choix, je suis content et bah maintenant ce corps c'est le mien et j'agis en essayant de pas être un connard, quoi, globalement. C'est ça que je préfère définir la transidentité plus par l'euphorie qu'autre chose. Ouais, bah ouais, de fou. Mais... Et ensuite, bah quoi qu'il arrive, oui, si t'es un mec trans, particulièrement si t'es un mec trans binaire, particulièrement si t'es un mec trans hétéro, tu vas rentrer dans la team des mecs hétéros. Donc tu vas rentrer dans la team de ceux qui sont concernés par le féminisme d'un peu plus loin. Bon, après, quand même, on va pas se mentir, t'es trans. Donc le féminisme te concerne quand même. T'as quand même un corps qui, auprès du corps médical, va être traité comme un corps violable. Alors, beaucoup moins que les femmes trans, parce que les femmes trans, c'est par le corps médical et par l'entièreté de la société. Donc t'as un truc un petit peu plus, on va dire, tu seras jamais complètement traité par un homme cis dans tous les aspects de la société. Donc il y a quand même des choses pour lesquelles le féminisme va te concerner. Rien que sur le sexisme médical, etc. Mais dans ta vie quotidienne, surtout si t'as un bon passing, surtout si, bref, si t'as une expression de genre qui est plutôt classique, dans certaines normes, etc. De fait, tu vas te rendre compte de la différence de traitement et justement, c'est tes enseignements féministes qui vont t'aider à naviguer tout ça. Et tu seras plus que entre toi et ta morale de savoir comment être comment pas être une merde, comment être un bon mec et comment continuer d'être attentif aux expériences des meufs autour de toi, quoi. Mais il y a un premier risque, je trouve, quand t'es un mec trans, c'est de se dire les féministes ont plus rien à m'apprendre parce que de toute façon, je sais ce que c'est, j'ai été une meuf. En vrai, on oublie vite. En vrai, on s'en rend pas compte, mais on oublie vite ce que c'est. On oublie vite ce que c'est au quotidien d'être une meuf. Et tant que tu télécharges le logiciel pro-féministe de base, part du principe que les meufs autour de toi, les meufs féministes autour de toi seront quand même une autorité plus forte que la tienne sur les questions de féminisme. Et tant que tu gardes cette humilité-là, voilà, ça sert à rien de se sentir coupable, quoi. Là, il y a des mecs cis qui arrivent à pas être des merdes, il y a pas de raison que les mecs trans n'y arrivent pas. Oui, c'est ça. Et même en règle générale, j'ai envie de dire, la plupart du temps, les mecs trans arrivent plus que les mecs cis parce que précisément le fait d'être trans fait que ils savent qu'il faut faire plus gaffe et que généralement ils font au moins un peu plus de minimum d'efforts que les mecs cis. Mais être trans, ça te protège pas non plus de pas devenir une merde, quoi. Et encore une fois, la culpabilité, c'est pas un sentiment très productif. Enfin, en tout cas, quand le sentiment de culpabilité devient envahissant, c'est plus un affect productif, quoi. Question random, et les chasers de mecs trans, ça existe? Oui, tout à fait, ça existe. Des mecs chasers et des meufs chaseuses aussi. C'est beaucoup plus rare. Ils se montrent beaucoup moins, mais ça existe, tout à fait. Chaser, les gens, c'est des fétichistes, en gros. C'est des gens qui vont partir à la chasse spécifiquement de personnes trans parce qu'ils fétichisent en particulier les corps des personnes trans. Il y a des bons chasers et des mauvais chasers. Voilà. Tout chaser n'est pas forcément une mauvaise personne. Forcément, le fétichisme, ça amène souvent à des relations un peu biaisées, on va dire. Il y a le chaser allié qui est dans la commu. Vas-y, on sait, c'est un peu un chaser. On sait, il bande sur les meufs trans. Mais vas-y, il fait des trucs pour la communauté. C'est pas le mec discret qui te présentera jamais à ses potes et qui serait horrifié de savoir qu'on découvre qu'il est avec une meuf trans. Pour moi, c'est un peu ça le bon et le mauvais chaser. Le bon chaser, il fétichise pas que les personnes trans, mais il fétichise aussi le côté militant. Il est en mode vas-y, je veux aider la communauté, etc. Le mauvais chaser, lui, il est vraiment en mode je veux baiser ma meuf trans sur le teco et je veux que personne ne le sache. Mais ça, le chaser assumé. C'est pour ça, voilà, ça reste un fétichiste, mais au moins il met son fétichisme à bonne contribution, on va dire, pour le bien des gens. Après, est-ce que le fétichisme est forcément 100% mauvais? Vraie question. Pour moi, le fétichisme est une donnée obligatoire de la sexualité. Tu fétichises toujours quelque chose chez quelqu'un. Il y a toujours un moment où il va y avoir un aspect de son corps, un aspect de sa façon d'être, etc., qui va être fétichisé, objectifié. Il y a toujours une forme de regard extérieur qui ne t'appartient qu'à toi. Donc, pour moi, le fétichisme fait partie, une petite dose de fétichisme fait partie de la vie sexuelle et de l'attirance sexuelle. Là où le fétichisme est mauvais et devient très très souvent mauvais, c'est lorsqu'il n'invite pas à la curiosité. C'est-à-dire que tu peux fétichiser quelque chose et que cette fétichisation crée en toi de la curiosité et de la volonté de comprendre et de découvrir ces choses-là, tu vois, de ne pas rester
prisonnier du fétiche, mais de vouloir vraiment le comprendre et de rentrer en empathie. En fait, le fétichisme peut être une porte d'entrée vers des choses qui, politiquement, socialement, esthétiquement, sensuellement, sont plus intéressantes. Le monde n'est pas prêt à la tech du bon fétichiste MDR, mais j'ai la vision. Bah, tu vois, genre, moi, l'exemple qu'on a souvent avec Wissam, c'est Jean Genet. Jean Genet, turbo fétichiste des Noirs et des Arabes, mais son fétichisme l'a amené à devenir aussi un compagnon de route des luttes antiracistes, compagnon de route des Black Panthers, etc., etc., etc. Donc Jean Genet, exemple du bon fétichiste entre guillemets, parce que oui, ok, d'accord, c'est un fétichiste, ok, mais son fétichisme ne l'a pas empêché de voir la communauté de destin et l'humanité des personnes qu'il fétichise. Là où t'as des gens, leur fétichisme va toujours agir comme une espèce de mur entre eux et l'humanité des personnes qu'ils fétichisent. L'hétérosexualité est un fétichisme, mais vous n'êtes pas prêt à se débattre. Bah, je pense que justement cette analyse au prisme du fétichisme, pour moi, pour l'hétérosexualité, elle permet de mieux comprendre les bons hétéros et les mauvais hétéros. C'est-à-dire que le bon hétéro, le mauvais hétéro, il sexualise les meufs, il est en mode les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. Alors que le bon hétéro, il sexualise les meufs, mais il est en mode c'est des êtres humains à part entière. Genre son attirance, c'est un peu le cliché un petit peu en mode Mona Chollet. En mode l'amour, c'est ce qui répare les relations entre les hommes et les femmes. Bah, en fait, je pense que c'est un petit peu une façon d'attendre que le bon fétichiste arrive. Que l'homme hétéro qui te fétichise correctement et dont le fétichisme va aider à voir ton humanité, que cet homme arrive enfin. Tu vois. Pour moi, c'est un petit peu ça, cette vision-là, un peu Mona Chollet de les relations hommes-femmes sont résolues par l'amour. Un peu le côté Bourdieu, un peu. Il avait un peu cette take aussi Bourdieu. Sauf que la plupart des mecs hétéros sont dans une société qui les encourage à ne jamais sortir d'un fétichisme purement objet des femmes, quoi. Il y a un cœur qui bat derrière. Exactement. Derrière tous ces bzaises et ce cul, il y a une personne. Enfin bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.